Aujourd'hui, de nombreux mouvements de protestation contre le gouvernement agitent la France. Les revendications principales de ces mouvements sociaux concernent la situation des services publics. Diminution des budgets alloués, manque de personnel, manque de considération sont autant d'enjeux pointés du doigt. À l'ère du réchauffement climatique, d'autres voix, dénonçant notamment le retard de la France dans les énergies renouvelables, les lacunes du système productiviste actuel et sa politique écologique peu poussée, se sont jointes à la clameur sociale. Le message semble clair, il est nécessaire d'opérer des changements radicaux dans notre société, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou économiques. Dans ce contexte, la transition durable est présentée comme la solution à tous nos maux. Ces dernières années, le développement durable a été placé au cœur des débats politiques et de la coopération internationale. Il a été décrit en 1987 par Gro Brundtland, première ministre norvégienne, comme développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Selon la définition communément admise, le développement durable résulte de l'harmonie entre ces trois piliers, société, économie et environnement. Lors des dernières élections présidentielles françaises, chaque candidat proposait un volet lié à ce concept dans son programme. Cependant, de nombreuses divergences demeurent sur la conception de la société durable et sur les moyens à utiliser pour mener à bien la transition. Si les idéaux majeurs tels que « il faut lutter contre la pollution » ou encore « il faut diminuer les inégalités » font consensus, il devient difficile d'accorder tout le monde dès que l'on s'attarde sur les causes de ces enjeux et sur les solutions potentielles, plus particulièrement quand cela remet en cause le système économique et la société française. Finalement, la transition durable en France, du fait du manque de cohésion des acteurs du développement durable et de la population, est pénalisée. Ainsi, nous sommes en retard dans ce domaine par rapport à d'autres pays européens. A l'inverse, les pays nordiques s'érigent en tant que leaders de la transition durable en Europe et même dans le monde. Égalité hommes-femmes, qualité des prestations sociales, bonne gestion des déchets ou encore maîtrise des énergies renouvelables sont autant de traits qui leur sont attribués. Ces pays sont dans l'imaginaire collectif des sociétés apaisées, respectueuses les unes des autres et en harmonie avec la nature. Cette année, j'ai eu la chance de partir à Umeå, en Suède, dans le cadre de mes études. J'en ai profité pour voir si toutes ces idées reçues se vérifiaient ou si elles étaient à nuancer. Enfin, j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait de si grandes différences dans le traitement de la transition en France et en Suède, et si nous ne pouvions pas nous inspirer des pratiques suédoises. J'ai commencé à me renseigner sur le sujet avant mon départ. Je me suis demandé quel rôle pouvait jouer l'histoire et la géographie d'un pays dans la transition. Ces deux facteurs, on le sait, impactent fortement les populations et la formation des sociétés. La transition serait-elle plus avancée en Suède du fait de l'identité du pays, de son passé, de ses caractéristiques physiques ? Du 9e au 11e siècle, des Vikings, dénommés Vareg, peuplent la future Suède. Ils entretiennent des liens commerciaux avec le pays baltique et mènent de nombreuses expéditions vers l'Europe de l'Est. Au XIe siècle, la christianisation active menée sur le territoire entraîne l'unification du royaume de Suède autour de la région du Götaland. En 1248 naît Stockholm, qui devient rapidement une ville centrale dans le pays. Au XIVe, la Suède s'ouvre sur l'Europe à travers la Ligue hanséatique. La Hanse est alors une association de villes marchandes autour de la mer Baltique et de la mer du Nord, qui contribue grandement à l'économie des pays concernés. En 1397, les royaumes de Suède, Norvège et Danemark sont réunis sous la coupe de Marguerite Ier de Danemark. C'est l'union de Kalmar. Puis, en 1440, suite aux contestations de la noblesse suédoise, le roi Christophe de Bavière reconnaît l'indépendance du pays. Cependant, ses successeurs tentent régulièrement de reprendre ce territoire. Finalement, l'union de Kalmar est définitivement dissoute le 6 juin 1523, quand les Danois, lors d'une tentative d'invasion, sont chassés de Stockholm par Gustav Vasa, roi de Suède. Le 6 juin correspond aujourd'hui à la fête nationale suédoise. Jusqu'au XVIIe, l'histoire de la Suède est marquée par de multiples conquêtes autour de la mer Baltique, acquisition de territoires en Finlande, Pologne, Livonie, qui est l'actuelle région autour de l'Estonie et la Lettonie, Norvège, et connaît des conflits réguliers avec le Danemark. Après son apogée en 1658, le royaume perd successivement ses territoires jusqu'à devenir la Suède que nous connaissons aujourd'hui. Au début du XIXe, Bernadotte, proche de Napoléon, est nommé à la tête du pays. Bernadotte envisage d'attaquer le Danemark pour annexer la Norvège. L'union entre la Suède et la Norvège est finalement dissoute en 1905. Dans son histoire récente, la Suède a été accusée de coopération avec l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, malgré sa politique de neutralité dans les conflits européens. Fait reprocher aux pays nordiques, des campagnes de stérilisation massive ont été effectuées à l'encontre des minorités qui s'y trouvaient alors. La Suède intègre l'Union européenne en 1994, mais refuse en 2003 de faire partie de la zone euro. Aujourd'hui, peuplée d'environ 9,2 millions d'habitants, la Suède est composée de 3 grands pôles urbains, Stockholm, Göteborg et Malmö.
60% du territoire national est couvert par la forêt. Le pays possède de nombreux lacs et fleuves. Je me suis donc demandé si l'histoire et la géographie de la Suède impactaient son approche du développement durable et pouvaient expliquer, du moins en partie, son avance dans la transition durable sur les autres pays européens. J'avais, via mes cours, quelques connaissances sur la Suède, mais pas assez pour répondre seule à mes questions. C'est dans ce contexte que j'ai souhaité rencontrer Nicolas Escache. Il est actuellement professeur et directeur d'un master tourné vers les mondes nordiques à l'Institut d'études politiques de Rennes. Selon vous, quels facteurs principaux ont participé ou ont favorisé la mise en place du développement durable en Suède ? Il y a eu véritablement un fort volontarisme politique. Il faut savoir que la Suède, dans les années 70, avait une forte dépendance aux produits pétroliers. Dépendance qui était d'ailleurs similaire à un cas comme la France. Et en quelques décennies, ils sont passés donc à des énergies moins fossiles, même si ce sont des énergies comme le nucléaire qui peuvent poser d'autres questions. Énergie moins fossile grâce à de forts volontarismes, d'abord par l'accueil de conférences internationales. Il ne faut pas oublier que la conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972 a eu lieu à Stockholm. C'est le cas pour d'autres pays nordiques aussi. On peut penser à la charte d'Aalborg au Danemark, on peut penser au rapport Brundtland en Norvège. Donc le développement durable a vraiment été contextualisé et conceptualisé dans ces pays nordiques et a été appliqué à travers les premiers agendas 21 dans les communes nordiques. Mais le gouvernement a également mis en place à l'échelle nationale à la fois un programme de taxation. Il faut savoir que la Suède, c'est l'une des premières taxes carbone mises en place dès 1991. Et cette taxe carbone, elle pesait notamment sur les ménages, donc un vrai effort des ménages suédois en termes de taxation pour l'environnement. Et volet taxation avait un contrepoint qui était le volet incitation, à travers des subventions. Subventions pour les entreprises, subventions également pour les ménages. Et aujourd'hui, ce volontarisme, il gagne aussi la société civile, puisque des entreprises, par exemple, des grandes entreprises comme Ikea ont annoncé qu'elles souhaitaient également avoir un régime décarboné d'ici peu et être autosuffisant par rapport, indépendant des énergies fossiles d'ici peu. Donc on a vraiment un volet incitation, taxation, avec un volontarisme également qui vient du Parlement, puisqu'il y a eu les fameux 16 objectifs environnementaux suédois pris par le Parlement en 1999. Donc on a vraiment des étapes comme ça qui donnent des cadres réglementaires importants, et cela à tous les niveaux de la société, puisqu'il y a une décentralisation suédoise très forte, et les communes ont des compétences élargies dans le domaine de l'aménagement des territoires, et sont contraints de prendre en compte les objectifs environnementaux dans la planification de leurs espaces. Est-ce qu'il y a une mentalité ou un état d'esprit propre à la société suédoise qui fait que le développement durable est favorisé là-bas, ou est-ce qu'il y a surtout un rôle du gouvernement présent et qui pousse les populations ? Je pense qu'il y a à la fois effectivement dans ce modèle suédois un rôle incitatif du politique, mais en même temps il y a une mentalité suédoise qui se prête très bien à cette avance dans le développement durable. Il faut savoir que la Suède s'est construite fondamentalement autour de la notion de Folkum, ce foyer suédois qui au départ a bordé l'État-providence, puisque l'État-providence passait par cette idée de foyer. Les habitants étaient égaux et connaissaient une réciprocité entre eux autour de cette redistribution des transferts sociaux. On payait ses impôts et on recevait des aides et des prestations sociales. Ce foyer suédois, il a évolué autour d'un bien-être environnemental. Ce bien-être social est devenu bien-être environnemental. Et cette question du bien-être, cette recherche du bien-être, et cette manière qu'a le bien-être en Suède de faire société, de faire nation, elle convient très bien à la notion de développement durable et au principe du développement durable. Ça, c'est la dimension intérieure du développement durable et la manière dont la population se soude, devient cohésive par rapport à ces principes. Mais il y a aussi une dimension externe. C'est cette volonté, autour de cette question de valeur, de juste équilibre, de justice, de bien-être, de la Suède, de rayonner à l'extérieur. La Suède montrerait la voie vis-à-vis de ses voisins, mais aussi vis-à-vis de pays en voie de développement, sur ces questions de développement durable. On voit bien que la Suède s'est tournée notamment vers les autres pays baltiques au moment de la chute du rideau de fer, comme les Finlandais,
vers les pays baltes par exemple, pour prendre des participations, des investissements dans des projets reconversion de zones urbaines, d'amélioration du traitement des déchets, d'amélioration du traitement des eaux. C'est la volonté suédoise de montrer la voie, de rayonner. La Suède remet des prix Nobel, la Suède investit beaucoup dans les pays les moins avancés, notamment sur des aides au développement. Et donc, dans les deux cas, on retrouve à la fois cette notion de foyer, de bien-être intérieur, et l'idée très pragmatique de vivre dans son bien-être, et en même temps cette notion d'humanisme messianique, l'idée d'apporter les valeurs à l'extérieur autour de cette question de développement durable. Est-ce que l'attirance des Suédois pour le développement durable peut tirer sa source, notamment dans l'histoire du pays? Alors, ce qu'on peut dire, c'est deux choses. On peut voir d'un côté que l'appétence pour le développement durable en termes de mix énergétique a été tardif, puisque la Suède est restée très longtemps dépendante des énergies carbonées. Mais en même temps, c'est vrai que l'industrialisation, l'urbanisation en Suède ont été très tardifs. Ça passe par une industrialisation et une urbanisation effectivement le long d'un certain nombre de lacs, mais très tard dans l'histoire. Et les Suédois sont très attachés à la nature. La ville n'est pas du tout conçue comme un cadre de vie naturel pour un Suédois. D'ailleurs, les Suédois, comme la plupart des Nordiques, ont toujours un espace dans la nature dans lequel ils se retrouvent, une maison de campagne, une maison au bord d'un lac ou au bord de la mer. On trouve la même chose en Finlande, on trouve la même chose au Danemark, même dans les pays baltes. Ça montre que l'ancrage suédois, il est vraiment dans l'espace naturel. Et même quand on construit des villes, je pense par exemple à l'extension urbaine de Stockholm, on construit en réalité des villes satellites. C'est-à-dire qu'on positionne les villes dans la nature et non l'inverse. La ville s'excuse presque d'être au milieu de l'espace naturel. Donc on a vraiment une tournure suédoise d'être parmi la nature, de faire avec la nature et non d'imposer son style de vie à la nature. Et ça, évidemment, ça participe de l'adhésion de la population à cette question des énergies renouvelables, à cette question du développement durable. La Suède est un pays nordique encadré par la Norvège, la Finlande, le Danemark et la Russie. Donc, est-ce que cette situation géographique et donc aussi géopolitique a pu jouer en faveur du développement durable en Suède? Alors, la position de la Suède est une situation géopolitique majeure. On est en fait à proximité de la Russie et en ce moment, il y a une tension géopolitique très forte entre d'un côté les pays européens dont un certain nombre ont rejoint l'OTAN. Je pense par exemple aux pays baltes qui étaient insérés dans le passé dans l'URSS et qui aujourd'hui font partie de l'OTAN. Je pense à des pays nordiques qui ne sont pas dans l'OTAN mais qui pourraient rejoindre l'OTAN comme la Finlande par exemple. Donc la Suède est à proximité d'un nœud géopolitique émergent. Il se trouve que la Russie est évidemment un exportateur majeur en pétrole et en gaz, un exportateur via des pays de transit comme la Pologne, mais un exportateur qui exporte de plus en plus directement vers les pays européens par des gazoducs maritimes comme le gazoduc Nord Stream qui passe sous la mer Baltique et qui sera bientôt doublé par un Nord Stream 2 qui permettra de multiplier l'approvisionnement en gaz vers l'Europe, vers l'Allemagne. Donc la Suède, elle a été influencée fortement par ce débat et cette présence de la Russie. Les pro-nucléaires ont régulièrement avancé l'idée que le nucléaire suédois serait une solution pour gagner en autonomie par rapport aux intérêts russes et notamment aux intérêts d'exportation de pétrole et de gaz russes. La Suède, pour gagner en autonomie par rapport à la présence menaçante de la Russie, a également encouragé fortement un plan d'interconnexion des marchés énergétiques européens. À l'échelle baltique, on voit des coopérations de plus en plus croissantes entre la Suède, le Danemark et l'Allemagne, puisque au Danemark et en Allemagne, vous avez des productions d'énergie éolienne, des productions également solaires, et la Suède est évidemment intéressée pour rapprocher les productions danoises, allemandes et les productions suédoises, et ainsi diversifier ses approvisionnements énergétiques. On a beaucoup parlé de l'importance de la transition énergétique pour la Suède, mais est-ce que les autres aspects du développement durable sont également traités par les habitants dans les politiques publiques? En réalité, lorsqu'on observe les politiques publiques, on constate une forme très systémique de réflexion.
La dimension de développement durable est abordée sous plusieurs aspects qui sont connectés, reliés les uns aux autres. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est la commune de Trelleborg. Elle est située pas très loin de Malmö, et cette commune elle avait un problème tout simple, elle avait énormément d'algues sur ses plages, d'algues toxiques, dues à la pollution de la mer Baltique. Et la question s'est posée de traiter ces algues. Comment on peut arrêter cette présence d'algues et comment on peut traiter ces algues présentes sur les plages. La solution est venue d'un traitement de transformation des algues en biogaz. On s'est mis à produire du biogaz à partir d'algues et de techniques de fermentation, les résidus allant dans l'épandage des champs. Et on a commencé donc à produire de l'électricité à partir de là, et on a changé le système de transport. Les bus ont fonctionné au biogaz. On a donc promu une mobilité plus durable à partir de ce biogaz. Et progressivement, la commune a gagné en expertise, accueillant même une antenne de l'université de Lund sur la formation autour de l'ingénierie du biogaz. Selon vous, la Suède, une vitrine du développement durable ou une réelle volonté de mettre en place le développement durable? Oui, alors cette question de la vitrine, elle pose toujours la question de l'effet miroir et de l'effet vitrine. Le développement durable, ça, évidemment, ça soude les habitants. On parle souvent de Folcum vert, mais c'est une façon aussi pour l'État de rayonner. Rayonner sur un plan commercial, c'est-à-dire d'exporter. L'État suédois a un petit marché intérieur et a été contraint sans arrêt de développer des techniques volontaristes pour conquérir des marchés extérieurs. C'est la raison pour laquelle il y a des grandes entreprises suédoises très connues à l'étranger qui ont conquis des marchés mondiaux. Évidemment, on pense à Ikea, on pense à Volvo, à bien d'autres entreprises. Donc il y a cette volonté d'exporter des matériaux, d'exporter des technologies, d'exporter également des savoir-faire. Et le développement durable permet ça, permet de trouver des occasions de développer ces exportations commerciales. Et puis, la Suède a toujours innové par petits pas. Il y avait cette tradition suédoise de former des expérimentations à l'échelle locale qu'on aurait ensuite pu étendre à une échelle plus grande. C'est ce qui explique qu'on trouve des villes, des communes, des espaces qui sont très identifiés sur la question du développement durable. C'est le cas d'un certain nombre d'écoquartiers. Je pense à des écoquartiers de la banlieue de Stockholm, des écoquartiers de Malmö, qui aujourd'hui deviennent des espaces touristiques majeurs qu'on vient visiter avec presque des safaris d'énergie. On vient pour voir des quartiers en avance, on vient pour visiter les rues, étudier les systèmes de mobilité, étudier la production énergétique locale, rencontrer des habitants. Et ça profite évidemment à la mise en tourisme du développement durable dans ces zones, et ça participe à la métropolisation de villes comme Malmö par exemple, qui ressort dans les classements de la ville la plus verte, de la ville la plus durable, de la ville qui va innover dans tel et tel domaine. Et ça, c'est très intéressant évidemment pour capter les habitants, les touristes et les investisseurs. Donc on entre dans une logique de métropolisation à travers cette question du développement durable. Grâce à cette interview, j'ai pu commencer à dresser un tableau du développement durable en Suède. Si ce pays est effectivement déterminé par sa géographie et son histoire, son avancée en matière de transition durable s'explique également par la forte volonté politique de changer les choses. De plus, les citoyens, dès la petite école, se sensibilisaient à ces thématiques. On a donc une population consciente des changements effectués et prête à les effectuer, et une élite politique dans le même état d'esprit. Afin de compléter cette interview, je me suis tournée vers un étudiant parti dans le nord de la Suède à Umeå en 2016-2017. À travers son expérience, j'ai souhaité m'informer sur l'attention que portent les jeunes Suédois et les étudiants au développement durable. Salut Guilherme, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je suis étudiant en 4e année à Sciences Po Rennes, à l'antenne de Caen. Donc je viens de commencer le master en concertation et territoire en transition, donc dans le domaine du développement durable. Et je viens de l'ouest de la région parisienne. Et j'ai fait un stage de 6 mois donc à Umeå, dans le nord de la Suède. Et du coup, pourquoi avoir choisi de partir en Suède ? La Suède, c'était un rêve d'enfant parce que j'avais commencé à apprendre le suédois sans raison quand j'étais au collège. J'ai pas pu continuer à apprendre longtemps, mais du coup je me suis dit, quand j'ai eu l'opportunité de partir en 3e année, j'ai choisi la Suède pour découvrir enfin ce pays qui me faisait tant rêver. Est-ce que sur place, tu as constaté que les Suédois avaient
une mentalité particulière, enfin un état d'esprit qui pourrait favoriser le développement durable en Suède? En Suède, ce que j'ai vu, c'était une, on donne beaucoup une importance à, par exemple, faire des sorties en famille dans la forêt. J'ai vu beaucoup ça dans le nord, où les gens, à la fin de l'été, vont cueillir des baies, des champignons. Et souvent, oui, c'est des sorties que les gens font en famille. Euh, Aussi, même si c'est un pays où il peut faire très froid en hiver, on essaie pas mal de sortir, donc tout ce qui est sport d'hiver, etc. Ce qui au final fait que les gens donnent une grande importance à l'extérieur, à la nature, dans un certain sens. Euh, et puis aussi faire du sport en général. Cette question de la santé revient très souvent chez les gens en Suède. Donc ils sont pas mal attirés par le plein air, la nature, tout ça, Ouais, c'est très important. c'est ça. Est-ce que tu trouves que les jeunes, les étudiants, parce que du coup tu as été plutôt en contact avec des étudiants, Mhm. est-ce que tu trouves qu'ils accordent une importance particulière au développement durable ou pas en Suède? C'est difficile à dire, mais je dirais que c'est plus ou moins comme ici, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que ceux qui sont dans des formations qui sont plus axées sur le développement durable auront plus de sensibilité par rapport à ça. Et sinon, les autres, c'est plus, ils auront une sensibilité par rapport au développement durable, d'après ce que leur famille leur aura fait vivre, donc leur sortie en famille, etc. Donc c'est un Mais- peu transmission des valeurs. Transmission des valeurs, c'est ça. Ok. Est-ce que à Umeå, donc, tu as remarqué des projets en faveur du développement durable? Est-ce qu'ils étaient particulièrement menés par des étudiants, des jeunes Euh, Par des jeunes, oui, il y avait par exemple le dimanche souvent une sorte de cuisine populaire, vegan, qui était ouverte à tous. Euh, Puis aussi dans les questions, comment dire, dans les questions de tri, tout le monde s'investit par exemple. Le quartier où j'habitais, qui s'appelle Holidhem, c'est le quartier étudiant, donc il n'y a que des étudiants qui habitent là-bas, quasiment aucune autre famille. Et on voit souvent des injonctions à bien trier ses déchets, etc. Les gens prennent pas mal soin de ça. À part ça, pour les jeunes spécifiquement, j'ai pas vu grand chose. C'est plus quelque chose qui se fait au niveau de la ville en général et la mentalité de la société plus globalement. est-ce que tu trouves que les Suédois font plus attention au développement durable que les Français? Bah, comme on a dit tout à l'heure, il y avait cette question de faire des sorties nature qui sont importantes. Donc ça s'en ressent dans le fait que les gens ont plus conscience de leur environnement et de la nature qui les entoure. Après, pas forcément. En tout cas, pas plus que maintenant. Parce qu'en ce moment, en France, j'ai l'impression qu'il y a une grosse prise de conscience. Peut-être que, oui, les Suédois étaient en avance par rapport à ça, mais pas en quantité, pas en D'accord. intensité. Revenons un peu particulièrement à Umeå. Est-ce que à Umeå même, tu as noté une certaine spécificité, un aspect du développement durable mis en avant à travers la consommation ou quelque chose comme ça? Oui, alors Umeå, je voyais souvent beaucoup de publicités qui incitaient à ne pas gaspiller. Les supermarchés eux-mêmes se chargent de faire ce type de publicité. Après, dans la gestion des déchets, j'en ai parlé tout à l'heure, mais par exemple, on a 9 poubelles différentes pour trier ces déchets à Umeå, ce qui est quand même une grosse différence par rapport à ici. Et puis même, il y a une initiative qui est excellente à Umeå, qui s'appelle Returbutiken, donc qui veut dire boutique de seconde main, plus ou moins. C'est la municipalité qui a mis ça en place. C'est une sorte de grand centre, un énorme entrepôt avec plein d'ateliers différents, où les gens récupèrent d'anciens objets qui sont soit un petit peu cassés, etc. Et ils les font réparer par des personnes qui se forment. Donc souvent des gens qui sont au chômage, qui veulent se reconvertir, faire des métiers plus manuels. Et on a vraiment de tout. On a un atelier de réparation de vélos, de réparation de fauteuils. Il y avait même une initiative qui consistait à récupérer des vieux sacs de courses ou des vieux emballages et les recoudre ensemble pour en faire justement des nouveaux sacs. Des sacs de course, des sacs. Enfin de tout quoi. Il y a une dernière question. Est-ce que donc, dans ton expérience à Umeå, tu as noté, tu as remarqué des limites à la mise en place du développement durable là-bas? Ou des contradictions peut-être Oui, alors par exemple, si on compare encore à ici en France, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de vrac dans les supermarchés, à part pour des choses très spécifiques comme des bonbons, mais j'ai pas vu des allées entières pour prendre ces légumineuses, ces céréales. Et puis aussi, j'ai jamais trouvé de système correspondant à celui des AMAP en Suède.
C'est peut-être parce que Umeå est une ville un peu particulière, parce qu'elle est nouvelle, les gens émigrent là-bas et qu'il n'y a pas beaucoup de campagnes cultivées alentour, je sais pas, mais en tout cas j'ai pas trouvé de système d'AMAP là-bas non plus. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter que tu aurais oublié de mentionner plus tôt et qui pourrait un peu éclairer l'état d'esprit suédois par rapport au développement durable? Oui, je voudrais juste rajouter que en fait, en Suède, ce qui est très intéressant, c'est que c'est surtout la classe politique qui a porté le dialogue sur le développement durable, en tout cas au début, et que c'est resté ensuite chez les gens. Si on compare par ici, j'ai plus l'impression comme ça instinctivement que ça vient de la base, qu'on essaie de pousser la classe politique à faire quelque chose, alors qu'en Suède, non, c'est plutôt... Cette interview m'a permis de relativiser l'image que je me faisais de la Suède. Certes, les citoyens et les politiques étaient sensibilisés au développement durable, mais peu d'initiatives semblent être prises par les jeunes et les étudiants. La plupart des projets apparaissent être portés par les pouvoirs publics et les municipalités, mais pas les citoyens eux-mêmes. A l'inverse, en France, il n'est pas rare de voir fleurir de nombreuses initiatives dans les campus sous l'impulsion des étudiants. Cette divergence de modèles peut s'expliquer selon moi par l'organisation administrative des pays. En Suède, le pays est très décentralisé. Les municipalités ont un pouvoir de décision fort à l'échelle locale. En France, dans notre système centralisé, les citoyens tendent à s'exprimer eux-mêmes localement. De nombreuses questions me restaient à approfondir en Suède. Qui sont les acteurs du développement durable si ce n'est les citoyens? Comment le pays s'affirme-t-il en tant que leader mondial de la transition? Et comment concilier concrètement économie, société et environnement? Lors de mon arrivée, j'ai rapidement été frappée par l'ambivalence de la société suédoise dans son rapport au développement durable. D'un côté, la gestion des déchets ménagers et l'approvisionnement en énergie renouvelable des maisons sont bien meilleurs qu'en France. De l'autre, il y a très peu de commerces locaux et bio, et les rues ne sont pas toujours très propres. Afin d'en savoir plus sur la conception que le pays et ses habitants ont des développements durables, je suis allée à la rencontre de 2 représentants de la transition à Umeå et en Suède. Avant de continuer, arrêtons-nous un instant sur l'histoire du développement durable en Suède. En 1967 est créée l'Agence de protection de l'environnement suédoise, premier grand pas vers le développement durable dans le pays. Puis, en 1972, se tient le premier sommet de la Terre à Stockholm. Droits et devoirs de l'humanité envers l'environnement y sont reconnus. La Suède s'implique par la suite fortement dans la conférence de Rio en 1992 et la formation de l'agenda 21, et celle de Johannesburg en 2002. En 1987, la notion de développement durable est définie par Gro Brundtland, première ministre norvégienne. La même année, le ministère de l'Environnement suédois est créé, contre 1971 pour la France. En 1995, c'est au tour de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement d'être mis en place. L'Agence suédoise de l'énergie, subordonnée au ministère de l'Environnement et de l'Énergie, voit le jour en 1997. Finalement, la définition de principes et objectifs du développement durable de l'Union européenne s'effectue à Göteborg en 2001. L'année suivante, la stratégie nationale suédoise sur le développement durable est mise en place. À travers cette stratégie, le gouvernement suédois souligne notamment l'importance d'avoir une vision de long terme, les valeurs démocratiques du développement durable, la santé des citoyens et l'utilisation efficiente des ressources naturelles. Il s'agit de promouvoir une coopération entre toutes les échelles administratives du pays et d'inclure tous les ministères dans la transition. En 2009, la Suède participe à la conférence sur le climat de Copenhague afin de réduire les émissions de carbone. Le pays utilise alors 50% d'énergie renouvelable. Stockholm est la première capitale de l'environnement élue par la Commission européenne en 2010. Finalement, l'objectif 2020 du pays est d'être sorti du pétrole. J'ai souhaité me pencher sur l'ambition de la Suède de devenir indépendante du pétrole d'ici 2 ans, d'autant plus que l'avancée du pays dans le domaine des énergies renouvelables contribue fortement à son leadership en Europe. Je me suis tournée vers Umeå Energi, entreprise locale chargée de fournir toutes les habitations d'Umeå en énergie. Elle est également membre d'un projet international regroupant les villes d'Umeå, Rotterdam et Glasgow, le projet Ruggedized. Can you tell me a little bit about the kind of renewable energy you use in Umeå? You have to know that Sweden is the largest hydropower use in Europe. We also use wind energy, solar energy, biomass, and so on. The waste management is very important for us. We can use the burning energy to serve district heating. The most part of our energy is locally produced. We work very closely with the municipality. What do you think about being fossil-free in 2020? Well, we are already nearly fossil-free. Almost every house in Umeå is covered by renewable energy, but we still use fossil energy sometimes as an emergency solution. For instance, during very cold winter, the renewable energy are not efficient enough.
We need to complete it. Today, our main goals are climate neutral energy production, and of course, to continue to rise our use of renewable energy. Umeo is part, with Rotterdam and Glasgow, of the project Rugdijst. You are leading this project in Sweden. Can you explain what is it about? The development district in Umeå, composed of the campus and the teaching hospital area, is quite expensive for the municipality. It is lively, there are a lot of people living and working there. We would like to build an international cooperation about smart cities through this very district. Our main purpose is to highlight the importance of technologies, communications, and to connect structures together in order to lead a sustainable transition. It is also about social sustainability. Umeå has a very young and dynamic population, and this very district gathered many students. Finally, these projects help us to promote our business model in the sustainable transition and to share knowledge and skills in all Europe. Cette interview permet de mieux saisir le travail effectué par les entreprises énergétiques suédoises en accord avec les pouvoirs publics locaux. De plus, cela met en avant les mécanismes qui propulsent la Suède sur la scène internationale. Cependant, je n'avais toujours pas de réponse concernant le rôle des citoyens suédois dans la transition. Les citoyens devaient bien être impliqués dans les projets durables. Torbjörn Lahti défend un modèle de transition basé sur la démocratie participative et une approche bottom-up. Il a été particulièrement célèbre en Suède dans les années 80 et 90 à travers la mise en place du concept d'éco-municipalité auquel il a dédié sa vie. So, Sweden seems to be in advance in sustainable development field. Just simple question to begin. Would you say it's quite true? In many senses, yes, absolutely. Sweden has been working with this for a long time, since many decades, in a very seriously way, and involved all parts of the society. So, yes, Sweden has, in that sense, been very successful in involving and also building up long-term planning especially in the public sector, but also within business and so on. So, regarding production, Sweden is absolutely in the front line. We are doing energy efficient. We have energy efficient solution in whatever we are doing. We are sorting all kind of waste and so on. The weak point is the consumption, where Sweden has, and at the same time, we are consuming more than ever, and moreover we are importing more than ever. Sweden is depending on import from other countries, and that means that we are actually exporting the environmental problems to other countries by consuming too much. We are becoming more and more aware about this, but we are still much more to do. So in impacts on the earth, I'm not sure that Sweden is in the front line. You are currently working on eco-municipalities concept. Can you explain in a few words what it is about? Well, obviously it's about sustainable development. What differs the eco-municipality concept from other sustainable concepts is that we give a clear definition of what we mean by sustainability. We know the challenges that we have to meet, at least in theory. So all the eco-municipalities they have taken these sustainable principles as the overall goal for the municipality. How to do it is something that are similar with other concepts. When I'm talking about the eco-municipality concept, I have taken the key issues, the key factors for a successful process that we have learned from 3 decades of development. That doesn't mean that an eco-municipality today works with that in a especially successful way. Are Swedish municipalities quite enthusiastic about this project, and how is eco-municipality concept received in Sweden? Well, nowadays it's something that is institutionalized in the Swedish municipalities. So becoming an eco-municipality is nothing special as it was 3 decades ago.
So in that sense, it doesn't make any big hurrah or anything like that when a municipality become an eco-municipality. So you can't expect enthusiasm to be as it was 3 decades ago. So it is good that it has been part of the daily life for a municipality to become an eco-municipality. But of course, I'm longing for the time when we also met lots of enthusiastic people around the eco-municipality movement. Do you think it's easier to start with bottom-up approach or top-down? What importance of the local scale in the transition, according to you? That's a very difficult question, actually, to say if it's easier. You could say that it might even be easier to start with a top-down process, but you will fail if you don't get a bottom-up process to start. So being not an eco-municipality and the early part of starting up an eco-municipality process, I would say that it's easier to start with a bottom-up process where you find your friends and start to work to become an eco-municipality. Now, maybe a general question about Sweden and Swedes in general, yes. Would you say that Swedes have a particular mindset about sustainability, for example, linked to old tradition of respect of nature and so on? Also a difficult question to answer, but yes, I think the Swedes, generally speaking, still has their roots in nature in a way that you might not find in other countries. The Nordic countries as a whole, I would say, have more connection to nature in their culture, meaning that environmental problems is something that people have been caring for a long time. So from that sense, from an environmental perspective, I would say that it's can be something that can be explained by looking at the special Swedish culture. What are, according to you, the current political issues in Sweden about implementing sustainable transition, like long administrative process, or issues between politicians and citizens, and so on? It's I would say that thanks to the global development goals, things have happened again in Sweden, and this appeals to many people as an important issue to I wouldn't say restart, but give some kind of engagement or enthusiasm to the Swedish transition process. So yes, things are happening now, and especially that we are moving from not only talking about environmental issues as we did in the past, to more and more looking at the social perspectives and the economic perspectives of sustainability, which means that we are finally coming to a point where we can do the real change of the society. So things are happening in a good way. And yes, my last question will be finally, is Sweden, according to you, an efficient model in sustainable transition or not? Sweden is not a model. You can learn a lot from the Swedish history and so on, but you can never copy what we have done in Sweden. Sweden has found their solutions for what might be a better way of working, but it's not the final solution, and sometimes it's dead ends where we are not coming further. So yes, learn from Sweden, but make your own model for that. Lors de mon séjour en Suède, j'ai beaucoup appris sur la conception suédoise du développement durable. Dans cet État décentralisé, les pouvoirs publics, et plus particulièrement les municipalités, sont au cœur de la transition. Ils détiennent les fonds nécessaires pour la mener à bien, en plus de concentrer le pouvoir de décision. Les municipalités sont également le point de connexion entre les entreprises et les citoyens. La transition suédoise suit effectivement les 3 piliers du développement durable, environnement, société et économie. Pourtant, de nombreux défis restent à relever pour le pays s'il veut garder sa position de leader mondial et en Europe.
Sweden is a very big country. We need to find an ecological way to cover distances. There are more and more electrical vehicles in Umeå, for instance. But Swedes still travel a lot by airplane. We also need to improve our district heating system to be completely fossil-free. We would like to improve local battery and collect energy in summer that can be used in winter. Hopefully the houses in Umeå are quite well insulated. Sur la question de l'énergie, il faut savoir que le modèle est légèrement moins ambitieux que côté danois, puisque si on regarde le mix énergétique suédois, il y a une forte proportion qui est assurée par l'hydroélectricité et par le nucléaire. Et dans ces deux cas, la question de l'environnement se pose, évidemment pour le nucléaire, pour des questions de sécurité, de traitement des déchets, et pour la question de l'hydroélectricité, sur l'exploitation forte des rivières dans le nord de la Suède. Donc cette présence forte dans le mix énergétique et notamment dans la production d'électricité et du nucléaire et de l'hydroélectricité vient un petit peu nuancer le modèle suédois par rapport à un modèle danois qui est très centré par exemple sur l'éolien, même s'il y a aussi une production de charbon au Danemark. Deuxième élément, c'est que la production d'électricité en Suède est très fortement présente dans le nord du pays. Une partie d'une région qui est faiblement peuplée en termes de densité, alors que la consommation est plutôt concentrée sur le sud du pays, ce qui suppose donc des transports d'énergie du nord vers le sud. Ça nuit évidemment, là encore, au développement durable. Et la troisième bémol qu'on peut faire au modèle suédois, c'est la question donc une énergie qui est fortement dépendante de l'hydroélectricité. Et l'hydroélectricité, c'est une énergie qui subit une forte déperdition, puisque en fonction des périodes de l'année, en fonction du niveau de débit des rivières, on a une production qui est relativement instable. Une limite sociale apparaît récemment. La Suède avait maintenu une tradition d'accueil, plutôt notamment des migrants par exemple, qui arrivaient sur son territoire. Aujourd'hui, les contrôles frontaliers se sont renforcés. Lorsqu'on va du Danemark en Suède en train, on doit passer par plusieurs points de contrôle. On doit même changer de train parfois dans certaines gares pour pouvoir subir ces contrôles. On a presque un régime d'aéroport qui arrive dans les gares. Donc vraiment une forme de chauvinisme du bien-être qui gagne l'État suédois, puisque auparavant le bien-être devait être réservé à l'ensemble de la communauté. Et aujourd'hui, c'est l'entre-soi qui prime. On a peur que cet État-providence se délite par l'arrivée de nouvelles populations qui ne seraient pas inscrits dans un régime de réciprocité. Je travaille, donc je reçois des prestations sociales. Et donc on s'enferme dans un entre-soi de chauvinisme du bien-être qui est très inquiétant et qu'on retrouve dans plusieurs pays nordiques. La France et la Suède sont bel et bien deux pays différents. Elles n'ont pas la même histoire, pas la même géographie et surtout pas la même conception du territoire. Selon moi, c'est particulièrement ce dernier point qui est important à comprendre. En tant que pays centralisé, la France ne peut pas opérer une transition 100% à la suédoise. Cependant, il est plus que nécessaire pour nous de s'inspirer de ce pays, qui peut nous apporter beaucoup dans des domaines tels que la gestion des déchets ou encore le chauffage urbain durable. C'est également un modèle social, même s'il peut encore être amélioré. A l'inverse, la Suède peut apprendre de la France. Dans notre pays, beaucoup d'initiatives durables sont lancées à l'échelle locale par les citoyens et non les municipalités. De plus, il y est plus facile qu'en Suède d'accéder toute l'année à des commerces locaux, proposant des produits locaux.